L'invité de France Islam aujourd'hui, c'est Jean-Michel Cadiot, qui nous parlera de son parcours de journaliste et d'écrivain, et surtout de son engagement au service de la politique arabe du général de Gaulle et de son journalisme engagé à France Pays Arabe que publiait l'ASFA, l'Association de solidarité France Pays Arabe. Jean-Michel Cadiot, bienvenue. Bonjour. Donc vous pouvez nous résumer un peu votre parcours et en revenant un peu à vos racines dans le catholicisme social. Je suis d'un milieu de catholicisme social, effectivement. Marc Sangnier étant le parrain de ma maman. Marc Sangnier qui est le fondateur du Sillon, enfin celui qui a incarné le Sillon, ce mouvement qui a réconcilié l'Église et la République, qui est allé vers le monde ouvrier, qui a rallié la République, qui a accompagné toutes les grandes réformes sociales de la France. Et moi-même, donc, j'ai commencé très jeune à Témoignage chrétien, le journal dirigé par Georges Montaron, qui était un des figures marquantes du journalisme du XXe siècle, qui est un homme extraordinaire. J'étais simple journaliste, bien sûr. Et puis après, je suis allé à la revue France Pays Arabe, qui était le journal de l'Association de solidarité franco-arabe, une association fondée en 1967. Enfin, moi, j'ai travaillé en 76 à 79, mais en 1967, après la guerre des 6 jours, il y a eu, disons, ces déclarations du général de Gaulle très fortes qui rétablissaient un équilibre dans la politique française au Proche-Orient, jusqu'ici totalement lié à Israël, qui a un embargo sur les armes et qui parlait de résistance. Donc, je pense surtout d'Edmond Michelet, et son ami Louis Ternoir, qui était ministre, ancien responsable de gaulliste et ministre du général de Gaulle, a fondé cette association de solidarité franco-arabe avec comme secrétaire général Lucien Bitterlin, qui vient de décéder et qui est un homme qui a beaucoup compté pour les relations franco-arabes. C'est un peu triste de voir que son départ est passé dans l'oubli, alors que tout le monde arabe, méditerranéen, toute la politique française et arabe lui doit tant. La presse arabe a été quand même un peu plus correcte dans ce domaine, contrairement à l'amnésie des grands médias français. Peut-être, mais malgré Alors, tout. on a un exemplaire de France Pays Arabe que Bitterlin a publié inlassablement jusqu'en 2008. Avec les difficultés que l'on peut deviner. Donc, alors, on peut revenir un peu sur surtout Edmond Michelet. Edmond Michelet qui venait du catholicisme social lui aussi, et qui a connu une action française très puissante au moment où on considérait que l'Église catholique était acquise à l'action française. Le catholicisme social a imposé la démocratie chrétienne après la Deuxième Guerre mondiale, que Michelet a passé dans un camp avec Terre Noire. Ils ont tous les deux été déportés à Dachau, étaient tous les deux des grands résistants. Michelet ayant même fait un appel le 17 juin à Brive, 1940, et ils se sont trouvés à Dachau, et après ils ont été ensemble au MRP, le mouvement donc inspiré de Marc Sangnier, qui était le premier parti de France à la Libération, au même titre que le Parti communiste. Et puis tous les deux ont rejoint le général de Gaulle, ce qui n'a pas été le cas de tous les gens du MRP, au contraire, mais un grand nombre ont rejoint le général de Gaulle. Et ce sont des gens qui, en 1958, Michelet étant garde des Sceaux, et un garde des Sceaux qui avait beaucoup de compréhension, de lucidité et de générosité. Il était garde des Sceaux, Ternoir étant ministre de l'Information. Ils ont accompagné la politique arabe de la France, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont adhéré au gaullisme en 1958 parce qu'ils pressentaient, enfin ils avaient déjà adhéré avant, mais eux ils pressentaient que de Gaulle allait permettre la liberté pour le peuple algérien, alors que beaucoup appelaient de Gaulle justement parce qu'ils espéraient le contraire. Donc c'est eux à qui l'histoire a donné raison. Dans le catholicisme social les a préparés à de meilleures relations à autrui, contrairement à ceux qui utilisent la religion pour s'enfermer ou faire du triomphalisme, d'où leur adhésion totale à la politique d'abord algérienne de la France, du général de Gaulle jusqu'en 1962. Et en 1961, Terre Noire était porte-parole du gouvernement, du gouvernement Michel Debré. Alors il y a une objection qui lui est adressée, lui qui était un homme vraiment attaché à une éthique,
son attitude au moment du 17 octobre 1961. On lui a reproché de n'avoir pas démissionné. Alors, Michelet avait démissionné peu avant pour un désaccord avec Michel Debré. Terre-Noire n'a pas démissionné, mais il y a des carnets de ses conseils des ministres. Il a manifesté en conseil des ministres une opposition nette à ces événements, à la répression policière. Et il est établi, ça va donner lieu à un ouvrage bientôt qui va paraître, que c'est vraiment Papon qui a décidé de cela. Alors bien sûr, d'autres auraient pu réagir peut-être autrement, démissionnant, mais il y a eu quand même une très grande protestation au sein du gouvernement contre ce qui était un massacre. Oui, une répression au corps de Paris à quelques mois du cessez-le-feu, c'est ce qui est le plus étonnant. On était en pleine négociation, c'est tout à fait... Oui. C'est terrible. Et donc il est resté par discipline vis-à-vis du général de Gaulle. Il est resté, effectivement, mais Michelet avait démissionné avant, hein, mais par opposition, effectivement, à ce que Debré, lui, visiblement, n'avait pas du tout de compréhension lui-même pour la politique algérienne du général de Gaulle. Alors, après la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle recommande à Edmond Michelet de créer l'association France-Algérie parce qu'il était conscient du fait qu'il faut expliquer à l'opinion ces affaires qui étaient déjà compliquées pour la plupart des médias. Et donc, c'est la conscience qu'on a besoin de faire participer ce qu'on appelle maintenant la société civile. Ce n'est pas seulement les décisions ministérielles. Et donc, ça a été la première étape pour tourner la page de l'ère coloniale et de préparer l'opinion à une coopération avec le monde arabe. Et 1967, ça a été l'élargissement donc, de ce dialogue avec tout le monde arabe. Oui, en 1967, donc ça a été ce discours du général de Gaulle. Et puisque nous parlons de ces démocrates d'inspiration chrétienne, viennent de paraître des livres que j'ai publiés où il y a des articles sur l'Algérie dans les années 30, aux éditions ATF, le journal L'Aube, ce journal donc où travaillait Louis Terre-Noire et Edmond Michelet a très participé, qui présentait l'Algérie d'une façon complètement différente dans les années 30. Il y avait des reportages extraordinaires de Jean Sel, par exemple, ou d'autres, ou Pierre-Henri Simon sur l'Algérie. Il y avait donc ce courant de pensée chrétien, progressiste, avait prévu un peu ce qui allait se passer, sans parler d'indépendance dans les années 30. Cela préparait le terrain spirituellement. Donc en 67, Edmond Michelet a chargé Louis Terre-Noire de créer cette association qui avait pour but de faire connaître la politique arabe de la France. Et cette association, l'ASFA, grâce beaucoup à Lucien Bitterlin, bien sûr, a eu une très très grande action. Il y a eu des voyages, non seulement des voyages en Tunisie auprès de Bourguiba, en Algérie, Boumedienne, il y avait dans tous les pays arabes. Vraiment, c'était mais en ce temps-là, le monde arabe n'était pas uni, mais il y avait une Ligue arabe qui représentait tout le monde. Il y avait des débats terribles, mais il y avait la Libye de Kadhafi, il y avait l'Irak de Saddam Hussein, il y avait l'Algérie de Chadli, le Maroc d'Hassan II. Alors, il y avait des conflits entre eux, bien sûr, comme entre le Maroc et l'Algérie. Bon, l'affaire du Sahara, bien sûr. L'ASFA ne prenait pas parti dans les débats inter-arabes. Il cherchait à les réconcilier, surtout à faire connaître le monde arabe, parce qu'il y a tout de même, du fait de la guerre d'Algérie en particulier, l'opinion était très je dirais pas anti-arabe, mais c'était difficile de faire passer la cause palestinienne en particulier. Il y avait quasiment personne, ni à gauche, j'ai envie de dire surtout à gauche, par peut-être les communistes qui en 67 ont soutenu les Palestiniens. Je me rappelle moi-même, j'étais enfant, le gros titre de François, les Égyptiens attaquent Israël. Ah oui, Nasser, le 6 juin. Donc tout le temps, c'était... il y avait absolument... Donc il y a eu cette création, cette nouvelle vision, et dans les médias, et aussi dans la vie des municipalités. L'ASFA a joué un rôle important pour contrecarrer ce mouvement complètement d'un côté, ce mouvement pro-israélien et faire connaître la culture arabe, les historiens arabes, l'islam, bien entendu. C'était l'époque de l'islam des caves, malheureusement. Terre-Noire était très chrétien. Bitterlin, lui, était plutôt agnostique, même si à la fin de sa vie, il nous dit sa fille, il a retrouvé sans doute la foi. Mais il a beaucoup aidé
dans les années 70 pour que dans plusieurs villes de France, il y ait des mosquées dignes de ce nom. Donc il a joué un rôle politique, mais aussi spirituel. Mitterrand était vraiment la cheville ouvrière de l'ASFA. Oui. Et moi, je me souviens avoir lu un de ses textes où il racontait comment il a voulu pratiquer la réconciliation avec les Algériens, où il a amené des anciens de l'OAS qui voulaient tourner la page lui-même, et qui a été reçu du temps de Boumedienne. Lui-même a commencé sa carrière, si on peut dire, à Alger, dans le cadre du mouvement pour la coopération, pour combattre l'OAS sur place. Donc c'était les barbouzes. Il était très fier de ce mot, qui est une mauvaise connotation maintenant, mais lui, il défendait donc la politique arabe, la politique algérienne de la France, sur place, malgré l'hostilité, il faut le reconnaître, de la plus grande partie des pieds noirs. Et il a essayé que les pieds noirs restent, mais ce n'était pas possible. Mais lui-même doit la vie sauve quand il était au Télémli, je crois, en 62, au moment de la lutte contre l'OAS, où un commando Delta était venu pour lui tirer dessus, et il s'est caché sous le canapé. Et c'est la femme de ménage qui, avec son sang-froid, l'a sauvé. Il leur a dit il n'est pas là. Voilà, oui. Il a une très grande affection pour l'Algérie. Son épouse était algérienne d'ailleurs, et a disparu peu avant lui. Mais c'était à la fois donc politique. Par exemple, France Pays Arabe, que vous citiez, était un journal mensuel qui donnait une information de tout le monde arabe, tout ce qui était franco-arabe. Mais c'est aussi une action quotidienne. Il allait en province, il allait dans les banlieues. Il y avait des semaines culturelles. Il y a eu le festival du film franco-arabe. Il y a eu le prix du livre franco-arabe. Il y a eu le prix Mahmoud Hamchari, qui existe toujours, ce prix honorant le premier représentant de l'OLP à Paris, qui a été assassiné sans doute par le Mossad en 1973. Ce prix existe toujours. Il y a eu une grande action. Puis il y a eu des drames comme l'assassinat d'Hamchari, l'assassinat d'Ezdine Kalak, également représentant de l'OLP à Paris. L'AFPA 78. L'AFPA a joué un très grand rôle pour que la France s'accueille à une représentation palestinienne. Oui. Et c'est à ce moment-là que Terre Noire décide de se retirer après l'assassinat de Azzedine Khalaf. Exactement. En août 78, Terre Noire estime qu'il n'y a plus d'unité dans le monde arabe, c'est plus possible de vraiment travailler en symbiose. Et ça allait trop loin avec cet assassinat d'Ezdine Kalak. Et là, c'était un tournant dans l'histoire de l'ASFA, mais qui continue malgré tout. Terre Noire reste président d'honneur. Et il y a tout de même, ça continue très, 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 très fort dans l'action politique et sociétale et spirituelle de l'ASFA continue dans les années 80. Alors, après, il y a eu cette difficulté de ne pas s'engager auprès d'un pays arabe plus qu'un autre, disons. Ça a posé des problèmes parce qu'on a accusé Mitterrand d'être très proche de l'Irak à un moment. L'Irak où il aurait souvent Bachir Boumazar, on n'y pense pas, mais il était beaucoup en Irak. Il avait de très bons contacts en Irak. Il a eu des très bons contacts en Syrie après. Donc il y avait des divisions au sein de l'ASFA entre ceux qui voulaient vraiment qu'on reste totalement libre et ceux qui voulaient malgré tout qu'on marque des amitiés. Mais il y a toujours... Puis alors maintenant, c'est complètement différent puisqu'il n'y a pas du tout d'unité arabe. Il n'y a même plus de conflit comme avant où on se parle. Mais malgré les déchirements des États de la Ligue arabe, il restait la question centrale, la question palestinienne. Et d'ailleurs, France Pays Arabe avait des pages intérieures qui étaient intitulées Eurabia, que faisait Elisabeth Mathieu. Oui. Elisabeth Mathieu, c'était l'épouse du pasteur Mathieu, oui, qui était chargée par l'Église protestante du dialogue avec l'islam à partir de 1971. Qui avait combattu pour les Algériens. Qui a eu 8 ans de prison pour avoir sauvé un militant du FLN à Montbéliard. Donc c'était un homme qui mérite à lui tout seul une émission. Et donc l'affaire palestinienne, moi j'avais un abonnement où je lisais d'abord les pages d'Elisabeth Mathieu qui nous traduisait de la presse israélienne. Voilà, il y avait des aveux. De traduction de la presse israélienne. Il y avait des aveux sur le mouvement sioniste qui étaient vraiment consternants. Et je lisais des chroniques, je crois, à partir de Lyon, d'un certain Jean-Michel Cadiot, dont je ne connaissais que votre signature à l'époque. Il y avait Lotfallah Soliman, égyptien, Philippe de Saint-Robert, Jacques Berck, Maxime Rodinson. Enfin, il y avait
ça a permis à toute une génération, des gens de très très grande valeur de s'exprimer, parce que de ne pas être relégué dans des cases universitaires, je crois que ça a beaucoup joué pour l'intégration aussi de ce qui était alors la deuxième génération. Maintenant on parle de la cinquième génération ou de la quatrième génération, là c'était la deuxième génération de jeunes qui étaient nés en France, ou dont les parents étaient nés en France, et qui avaient besoin de s'intégrer en gardant leur culture. Alors, Jacques Beck et Maxime Rodinson avaient organisé en commun un colloque sur la Palestine après la guerre de juin 67, alors qu'ils étaient de deux bords différents. Et Maxime Rodinson, malgré son origine juive, était accusé d'antisémitisme par les militants pro-israéliens inconditionnels. Ouais. Et des fois, ils avaient accès au Monde, par exemple, pas au Figaro. Mais France Pays Arabe était vraiment le soulagement pour les gens qui ne pouvaient pas s'exprimer dans la grande presse. Ouais. Alors, France Pays Arabe, il y avait des abonnés, mais enfin, ça n'a pas eu, bien sûr, de très grands tirages. Mais enfin, c'est l'élite politique la lisait, puis des militants. Enfin, c'était tout. Et puis l'ASFA, c'était des assemblées générales assez extraordinaires, très vivantes. Je me rappelle une avec Michel Jaubert, qui était un homme apprécié, une autre avec Claude Chesson. Voilà, il y a quelques ministres. Donc cette politique arabe de la France, elle a continué sous Pompidou, chez Giscard. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je pense qu'elle s'est un peu arrêtée sous Mitterrand. Malgré son discours à la Knesset, je trouve qu'il a mis tout de même longtemps pour accueillir Arafat, 1989, ça fait 7 ans, quand même, 8 ans. Et grâce aux efforts de Roland Dumas. Grâce aux efforts de Roland Dumas. Lui-même, c'est vrai qu'il était assez réticent de lui-même. Je pense que la politique arabe de la France, malheureusement, s'est un peu arrêtée avec la guerre du Golfe. Et il y en a des fois des réminiscences, bien sûr. Mais là, ces dernières années, avec Laurent Fabius, je pense qu'il n'y a plus cette vision globale du monde arabe et cette approche amicale du monde arabe. Michel Jaubert, à l'époque, au moment de la guerre du Golfe, où il a pris position très vigoureusement contre, il a dit qu'il ne reste plus que Barbès Rochoir dans la politique arabe de la France. Oui, c'est-à-dire le commerce de la valise, les gens qui viennent et qui repartent. Et en 1973, il avait dit est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression? Parce qu'on parlait toujours de l'agression. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a été vilipendé. Il y a des ministres. Le Quai d'Orsay est resté quand même imprégné de cette politique arabe. Tous sont passés par le Quai d'Orsay, Hervé de Charette, par exemple. Hervé de Charette aussi. Et il continue quand il peut. Oui, Claude Chesson, malheureusement. Voilà. Et donc, non, mais Michel Jaubert, lui, il est oublié, il est victime d'une amnésie, alors qu'il avait... moi, je l'avais rencontré par la suite quand il a créé son mouvement des démocrates. Oui. Et sa déclaration lui a été dictée pratiquement par Georges Pompidou, parce qu'au début de la guerre d'octobre 1973, il y a eu une déclaration très mal reçue de Pierre Messmer, qui était Premier ministre dans les pays arabes. Et donc, pour rectifier le tir, Michel Jaubert fait venir un journaliste de la télévision de l'époque, je crois qu'il y avait une seule chaîne. Oui, TF1, oui. Oui. Enfin, la une, oui. Et puis, c'était des questions d'ordre juridique, les résolutions du Proche-Orient, tout à fait anodines. Et au moment où le journaliste allait se retirer, Michel Jaubert lui a dit, si vous permettez, moi je vous poserai une question, est-ce que remettre ses pieds sur son propre territoire constitue nécessairement une agression imprévue, car que je sache, les Égyptiens combattent en Égypte et les Syriens en Syrie. Et donc il y a eu un tollé généralisé, ce qui montre que l'opinion était encore inconditionnellement pro-israélienne, du moins l'opinion qui s'exprime, les médias. Mais c'est un peu le cas toujours aujourd'hui. Les grands médias donnent rarement le point de vue palestinien. Et quelqu'un comme Bitterlin manque beaucoup dans le paysage médiatique actuel. Il n'y a pas quelqu'un qui... Bon, il y a bien sûr des gens qui ont un engagement fort et qui s'expriment, mais pas d'une façon aussi organisée, pas comme un lobby, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, pas comme un lobby qu'était l'ASFA et qu'était Bitterlin. Ça n'existe plus sous cette forme. Le tournant, ça a été naturellement la diplomatie dite socialiste, qui au début avait un parti pris pro-israélien, rectifié par la nomination de Claude Chesson. Ça, c'est l'habileté de François Mitterrand.
Mais il y a eu l'émergence des débats sur l'islam politique dans le monde musulman et l'islam en France, qui ont fait que la thématique de France pays arabe était étouffée dans ces nouveaux débats, malgré les tentatives de Bitterlin de s'adapter. Bitterlin a ouvert les colonnes de France pays arabe à l'islam en France. Il a interviewé le recteur de la mosquée à l'époque. Il signalait la situation dans les banlieues, mais on est passé à une autre période. On parlait des banlieues presque, enfin c'était beaucoup d'avance sur ce temps-là. Il y a 35 ans, 40 ans, il y avait déjà des problèmes différents, mais il y avait déjà des discriminations, des difficultés, une tension, pas comme aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas ces signes visibles souvent des musulmans, mais il y avait les mêmes difficultés. Il y avait les mêmes difficultés. France Pays Arabe, la SFA ont tout fait pour faire se comprendre, se réconcilier les gens. Oui, il y avait parce que toutes ces questions s'intègrent dans l'ensemble qu'on appelle les 3 I, immigration, intégration, islam. Oui. Or, en ce qui concerne l'immigration, Bitterlin était vraiment, à chaque fois qu'il y avait une agression raciste, on avait une page. Il était très vigilant de ce côté-là. Mais les problèmes de l'intégration des jeunes qui étaient nés ici commençaient à prendre de l'ampleur, mais il n'y avait pas suffisamment d'études pour en parler avec objectivité. Oui. Et un de vos interlocuteurs dont on parlera dans la deuxième partie, c'est Saad Absi, m'a raconté une fois qu'il était amené à faire une émission à Radio Monte Carlo par Edmond Michelet. Et au moment de la visite de Boumaza, dont vous avez parlé, Bachir Boumaza était un ministre de l'économie de Ben Bella. Au moment où il est venu négocier avec Pompidou, Michelet a transmis un dossier confidentiel à Saad Absi, qui était président de l'Amicale des Algériens, pour le communiquer à Boumaza. Il lui a dit « Nous avons recensé 90 taudis pour jeunes immigrés. Et si ce n'est pas mis à l'ordre du jour des négociations franco-algériennes, le gouvernement français ne fera rien. » Et c'est de cette manière qu'on a eu la destruction du bidonville de Nanterre. Voilà, notamment. Le plus grand. Donc quelqu'un comme Michelet, pour lui, les questions de la justice sont indivisibles, que ce soit la Palestine, l'Algérie ou les jeunes immigrés en France. C'est la même cause de la justice. Les trois sont liés, et justement, il y a peu de gens aujourd'hui qui lient ces phénomènes. Il y a un manque. Oui, alors c'est le livre sur Saad Absi que Jean-Michel Cadiot a écrit et dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission. Donc là, on arrive à un tournant donc, des activités de cette association très courageuse qui plaidait pour une politique, disons, arabo-juste, qui n'est ni arabophobe ni arabophile, mais arabo-juste, où se reflète le sens de la justice de la République française depuis toujours. Mais le tournant des années 90 et la guerre du Golfe, la montée des courants islamistes et la montée des problèmes de l'islam en France ont changé complètement l'équation. Mais les problèmes de la justice sont restés les mêmes et on les reprendra dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, il y a du café pas très loin, non? Où il vient des étages. Non, si ça prend du temps, on patientera. Alors, donc là, deuxième partie, on va parler de... D'accord. Alors, parce qu'il y a l'association... La Maison islamo-chrétienne, oui. Dieu maintenant. Oui, Dieu maintenant, oui. Dieu maintenant, il y a... Michel Jondot, Christian. Il y a un métissage. Métissage, oui.
parler un peu de la fin des années à l'AFP. Oui. C'était ici, au siège de Paris ou... J'étais en Irak, mais bon, je suis en conflit avec l'AFP. Je ne suis plus un AFP. Oui. Nous reprenons notre entretien avec Jean-Michel Cadiot à propos des activités de l'ASFA, l'Association de solidarité France-Pays Arabes, jusqu'au début des années 90, où les problèmes de l'intégration et de l'islam en France sont devenus très importants, malgré le caractère axial de la question palestinienne, qui est défendue par les jeunes nés en France aussi, ce qui a changé beaucoup la situation. Et alors Jean-Michel Cadiot a continué sa carrière à l'AFP. J'ai fait 33 ans à l'AFP, à Bagdad, Téhéran et Bucarest, mais 2 fois à Téhéran. Et puis au siège à Paris. Au siège à Paris, oui. Bon, alors très brièvement, l'AFP, il y a de tout. C'est une. L'AFP, c'est une immense, c'est la plus grande agence francophone, une des 3 plus grandes agences mondiales, qui a des bureaux dans le monde entier. Et voilà, Mais il y avait quand même des difficultés à parler de l'affaire palestinienne, ne serait-ce que pour le choix des terminologies, territoire occupé, territoire administré. Il y a un bureau, maintenant il y a un bureau, ma connaissance, il y a un bureau à Jérusalem, bien sûr, et puis il y a un bureau maintenant à Gaza, un autre à Ramallah. Toute l'information internationale est évidemment souvent en difficulté sur ce conflit parce que c'est un sujet très très difficile à présenter au public occidental puisqu'il y a à juste titre une culpabilisation sur la question juive et il faut voir qu'en 1947, les socialistes en particulier, comme Daniel Meyer, et des gens, et puis d'anciens parents de déportés, ont tout fait pour qu'il y ait un État israélien et n'ont pas vu, enfin certains ont vu, beaucoup ont vu même, qu'il y avait aussi la question palestinienne, mais sur le moment, quand on lit les articles des années 47, 46, 47, 48, il y avait très peu de gens qui l'ont décelé. Mais maintenant, on sait qu'il y a un peuple palestinien, mais il n'a toujours pas d'État. Et la France n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, ce qui est tout de même étrange. Oui, et puis le prétexte utilisé par Israël et puis ses défenseurs inconditionnels, c'est de dire que Israël ne peut pas faire la paix tant qu'il y a un terrorisme se réclamant de l'islam. Donc ils ont tendance à réclamer du brave Mahmoud Abbas qui a des prérogatives municipales, qu'ils mettent fin, lui, à tous les mouvements islamistes qui leur font peur avant d'examiner sa demande d'un État palestinien. Ben oui, il y a plus. C'est sûr que ça ne suffit pas d'avoir un embryon d'État, enfin une autorité palestinienne la Palestine est même divisée puisqu'à Gaza il y a un gouvernement concurrent et il n'y a plus du tout de pression. C'est ça qui est terrible. Même si une résolution a été votée récemment contre la colonisation, on sait qu'elle n'est pas appliquée et il n'y a plus cette pression qu'il y a eu, qui n'a peut-être été pas très efficace pour faire connaître la voix des Palestiniens, en tout cas en France. Il n'y a plus ce courant de pensée, cet élan qu'il y a eu, même s'il y a des associations extrêmement courageuses et extrêmement militantes, mais sont réduites à des actions souvent un peu désespérées. Alors, une des organisations qui était semi-confidentielle dans les années 60 et 70 était faite de travailleurs immigrés algériens et de jeunes immigrés nés en France et qui militaient d'abord pour la Palestine. Et parmi ces militants, il y avait Saad Absi, auquel vous avez consacré il y a 3-4 ans ce livre sur Rive-Neuve. Chez Rive-Neuve. Oui. Saad Absi, qui avait pour pseudonyme c'est l'Arbi, puisque c'est un ancien militant du PPA algérien puis du FLN. C'est un homme absolument exceptionnel qui
qui, alors nous parlons, vit toujours, travaille toujours, enfin en aidant les gens, soit au Secours catholique, soit à la mosquée, malgré ses 90 ou 91 ans même, qui est donc né dans le désert, enfin dans le désert à El Oued, Kouinine, près d'El Oued, et pas loin de la frontière tunisienne, et puis qui, par lui-même, orphelin très jeune, très tôt, s'est lancé dans la vie, en travaillant dans un commerce, et puis qui a vu une injustice, a subi une injustice de la part non pas d'ailleurs des colons, mais d'un membre de sa famille, et puis qui est rentré en résistance, on peut dire spirituelle, qui a été au PPA, qui a jamais parti du peuple algérien, qui comme le PPA soutenait bien sûr Messa Liadj, et puis qui a eu de responsabilité en responsabilité, est devenu quelqu'un d'important dans le Constantinois, par lui-même, en étant self-made man, un autodidacte, parce qu'il avait été très peu en classe. Et puis finalement, il a été plusieurs fois arrêté, mis en camp, maltraité d'ailleurs. Et puis il a été contraint d'aller en France. Il est allé à Gennevilliers, reçu par des prêtres de la Mission de France, qu'il avait connu d'ailleurs en Algérie. Il en avait connu en Algérie et il avait toujours à Soukaras, où il y avait des prêtres, la ville de Saint-Augustin, il avait connu des prêtres ouvriers et il a été accueilli par des prêtres ouvriers. Et tout de suite, il s'est lancé dans l'action pour le FLN. Il a été vraiment, il a eu de plus en plus grandes responsabilités, notamment au bout de quelques temps chef de la super zone de Lyon. Et là, il a été arrêté pendant plus d'1 an. Et il a mené partout où il était un mouvement pacifique, mais très très virulent, même au sein de la prison. Et quand il a été libéré par la paix, les accords d'Évian, il a continué son combat, d'abord auprès de Ben Bella, l'amicale des Algériens en France. Il a été député, et puis il n'a pas été d'accord avec le coup de la politique de Boumedienne. Il est rentré immédiatement à Paris, enfin à Gennevilliers. Il est toujours citoyen de Gennevilliers. Gennevilliers en était très fier de lui. Et puis il a connu, c'est ce que je raconte dans ce livre, au fil des ans, des personnalités très, très, très sensibles à la fraternité entre chrétiens et musulmans. Ça va à l'encontre de ce qu'on dit beaucoup, mais ça existe et c'est très très fort, très puissant, pas seulement à Gennevilliers. Un prêtre qui s'appelle Michel Jondeau et une théologienne, Christine Fontaine, avec qui il a fondé la Maison islamo-chrétienne. Cette Maison islamo-chrétienne, c'est un journal qui paraît tous les 2 ou 3 mois. C'est aussi une action professionnelle très importante, un métissage. Métissage en 2 mots. Métissage, absolument. Parce que les femmes au foyer maghrébines apprenaient à tisser grâce à cette association. Absolument, elles le font et c'est un lieu de travail et d'intégration. Il y a différentes actions. Toujours dans cet esprit de fraternité islamo-chrétienne. Michel Jondeau avait été, lui, soldat en Algérie. Il a fait le service militaire au début de la guerre d'Algérie. Il avait une autre approche, bien sûr. Il n'était pas fait vraiment pour rencontrer Saad, mais Saad, ils se sont rencontrés et on peut dire que cette amitié, maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, continue, prend différentes formes à Gennevilliers, autour de la mosquée de Gennevilliers, mais aussi à Malakoff, il y a des rencontres. Il y a donc dans cette association, il y a donc Michel Jondeau, Christine Fontaine, et il y a aussi Saad Absi et Mohamed Ben Ali, qui préside la mosquée de Gennevilliers. Donc, dans ce livre très facile à lire et qui raconte de manière très simple le parcours de ce militant, et il y a la problématique fondamentale de la foi et de l'engagement politique et social. Donc Saad Absi, il a été croyant, musulman, il se réfère au Coran depuis son engagement politique pour la libération de l'Algérie jusqu'à son engagement au bureau d'aide sociale à la mairie de Gennevilliers. Comme syndicaliste de la FNAC, délégué syndical de la FNAC, CFDT. Oui, ce sont des personnalités qui, au nom de leur foi, un peu comme faisait Marc Sangnier, enfin, se sont engagés, se sont allés dans le terrain politique, toujours avec beaucoup bien sûr, de tolérance, pas jamais de sectarisme,
On peut pas, je ne crois pas que Saad puisse être accusé de parti pris exagéré. Il est accueillant pour tout le monde. Mais enfin, il est clairement de gauche. Il a clairement accompagné les mouvements sociaux en France et puis en Algérie aussi, parce qu'il reste algérien. Alors que ses enfants, en général, ont pris la nationalité française et vivent en France et ont des responsabilités souvent à l'université de Gennevilliers ou de Nanterre ou d'autres. Enfin, ils sont très très actifs, ils sont nombreux, ces enfants. Et lui, c'est un homme très intégré, mais qui aime toujours autant son pays, qui retourne, bon, peut-être maintenant c'est difficile physiquement, mais qui reste extraordinairement attaché à El Oued, à Queenin, et à ce qui se passe là-bas. Il a essayé de jouer un rôle dans les années 90 pour empêcher la guerre civile. Il a fait des tentatives de réconciliation qui ont échoué, mais il reste une figure marquante, quelqu'un de posé, d'estimé, de lumineux, je dirais. Oui, il est une véritable autorité morale dans la région là, de Gennevilliers, où on a une expérience très intéressante du dialogue islamo-chrétien, mais qui n'est pas un dialogue d'ordre théologique entre intellectuels, voilà, mais c'est la proximité, le fait d'être voisin, de défendre la justice. Tous considèrent que leur foi les conduise à aller vers la justice. Alors ils ne cherchent pas de dialogue théologique, il y en a très peu. Enfin, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'amitié islamo-chrétienne, ce qui est très bien, hein, mais ce n'est pas ça, c'est la fraternité, c'est très différent, dans l'action, mais au nom effectivement d'une foi en un même Dieu. Alors c'est sûr que le dialogue théologique, dans ce livre, il y a quelques moment où il en parle, Saad, de son expérience de ce qu'il a pu connaître du christianisme par les prêtres ouvriers, des discussions sur la Trinité. Mais il n'y a pas de tentative, en tout cas, de convertir qui que ce soit, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a ni besoin de voir ce qui nous rapproche au point de vue théologique, c'est plutôt au contraire d'accepter ces différences et de faire que ces différences vous épanouissent et fassent du bien à tout le monde. Ce n'est pas du tout l'idée on fait de l'indifférentisme, on fait un mélange, on voit ce qu'il y a de comparable dans le Coran et dans l'Évangile, mais on croit en Dieu de justice, et on fait tout ce qui est possible ensemble. Oui, donc c'est un dialogue tout à fait dans la lignée des déclarations de Vatican II. Tout à fait. Et où il n'y a aucune tentative de prosélytisme ni de syncrétisme. Pas de syncrétisme. Chacun a sa conception de la foi, mais il y a une convergence pour la défense de la dignité humaine, de la personne humaine et de la justice sociale. Absolument. Et donc ça apporte un contredit à ce qui complet au discours ambiant concernant l'islam de Zemmour ou Onfray ou je ne sais pas qui, disant que c'est impossible, c'est tout à fait possible. Il y a le fait qu'en France il y a une très forte population immigrée, mais il faut savoir que pendant la guerre de 1914-1918, la France a fait venir 200 000 Algériens, 100 000 pour combattre et 100 000 pour travailler. Après, il y a eu aussi des demandes de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une population immigrée, notamment algérienne, importante. Alors, des gens, actuellement, dans le débat politique, bien sûr, c'est quasiment le seul sujet. Mais toujours vu, comme vous l'avez dit, sous un angle faussé et mensonger. Mensonger quand on sait, par exemple, que les étrangers sont plus créateurs d'entreprises que les autres en moyenne, puisqu'ils créent 7,3% des entreprises et qui représentent que 6% de la population active. Oui, et puis il y a un acquis non médiatisé de dialogue islamo-chrétien depuis des décennies, et ça a été rappelé au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, quand il a pris position pour la votation suisse hostile au minaret. Oui. On lui a rappelé l'existence du secrétariat des relations avec l'islam, où toutes ces questions étaient réglées à l'amiable. Et même, on lui a rappelé une votation d'un évêque dans l'Aveyron, je crois, où une chapelle désaffectée a été transformée en salle de prière musulmane, après avoir fait un référendum auprès de tous les paroissiens
qui ont posé 2 conditions. Il ne faut pas que ça serve à des meetings politiques ni à des spectacles. Si c'est pour adorer le même Dieu, même différemment, tout le monde était d'accord. Donc il y a une exception française dans la relation avec l'islam, mais qui est étouffée par le brouhaha médiatique. Voilà, il y a cette facilité de toujours... c'est toujours, de toute façon, c'est toujours les autres qui sont responsables. Bon, actuellement, ce sont les étrangers, en particulier les Maghrébins. C'est peut-être un mauvais moment à passer, simplement, je ne sais pas. Mais c'est sûr que dans le débat, ça prend une proportion. Quand on regarde le débat de l'élection présidentielle, c'est qui supprimera l'AME plus que l'autre, qui supprimera tel droit social, toujours avec cette idée qui, à mon sens, c'est quand même une conséquence de la guerre d'Algérie et le fait que beaucoup de Français n'ont pas compris que c'est un bien que les Algériens aient leur indépendance, mais beaucoup ne l'ont pas accepté. Et c'est ça tout de même l'électorat d'extrême droite au départ. Et comme c'était dans les années 30, Maurras qui rassemblait des gens hostiles aux étrangers et aux juifs. Il y a beaucoup de similitudes. C'était une période de crise où la désignation d'un bouc émissaire était un réflexe pavlovien. Voilà. Alors, dans tout cela, vous ne perdez pas de vue le sort des chrétiens d'Orient, sur lesquels vous avez écrit plusieurs livres, dont celui-là. Donc, vous rappelez les droits des gens du livre en islam. Quand ils ont le sentiment d'être menacés, vous les défendez comme l'Église catholique défend les musulmans dans les banlieues. Absolument, voilà. Donc, avec un ami, un évêque américain, nous avons fondé l'association d'entraide aux minorités d'Orient, qui est née en 2007, mais qui a surtout agi en 2010, quand il y a eu Al-Qaïda en Irak et maintenant l'État islamique, qui a fait des centaines plus de 50 morts dans une cathédrale syro-catholique de Bagdad. C'est nous qui les avons accueilli les blessés à la demande du gouvernement de l'époque. Et nous continuons, mais je crois que maintenant, les minorités sont malheureuses en Orient, mais c'est tout le monde. Maintenant, depuis, il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu la guerre en Irak, et c'est toute la population qui est malheureusement dans le désarroi. Et là, c'est terrible. Et ça, la France, justement, pourrait jouer un rôle qu'elle joue peut-être pas, qu'elle n'a pas joué, qu'elle ne joue pas. Moi, je me souviens d'une confidence que m'avait faite le père Riquet, qui était un jésuite qui écrivait toujours dans le Figaro. Aussi, déporté, oui. Il a fait partie de la délégation conduite par le rabbin Kaplan, reçue par le général de Gaulle après les déclarations de novembre 67, où ils ont été pour présenter leur shikaya. Quand il a dit... Une posture de lui est dominateur, oui. Il y avait ça, et puis il s'organise contre lui, la résistance, qu'à son tour, il appellera terrorisme. Et alors le père Riquet m'a dit, moi j'ai jamais osé publier ce que nous a dit le général de Gaulle, mais vous autorise à le faire. Il leur a dit, messieurs, il vous faut savoir que la France a des devoirs de protection envers les musulmans aussi. Oui. Et c'est devenu assez difficile pour les successeurs du général de Gaulle de maintenir cet équilibre dans les solidarités. Oui, il n'y a plus cette politique, il n'y a plus cette approche. Non, mais les campagnes électorales se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a la pêche aux voix, il y a des excès de langage, où les candidats, des fois, expriment des idées auxquelles ils ne croient pas. Mais là, il y a une absence totale du débat sur la politique étrangère, en dehors du terrorisme. Absolument, il n'y a rien sur même l'Europe d'ailleurs, sur ce qui se passe en Syrie, en Irak. Alors, un tel est accusé d'être pro-Assad ou d'être pas pro-Assad. Enfin, c'est toujours réduit à des aspects non expliqués, superficiels. Il y a plus, les campagnes électorales n'ont jamais beaucoup porté sur la politique étrangère, mais jamais aussi peu que cette fois-ci. Jamais aussi peu, jamais avec aussi peu d'arguments réels. Ça se réduit à sortir ou pas de l'Europe, comme si c'était possible de sortir de l'Europe.
et à attaquer le terrorisme, combattre le terrorisme. Bien sûr, combattre le terrorisme, il faut, mais quelle politique au Proche-Orient, quid de l'avenir de la Syrie, de l'Irak et de la Palestine? Là, il n'y a personne pour en parler. Mais nous avons un candidat qui, de lui-même, a dit qu'il était chrétien et gaulliste. Et donc, ces électeurs qui se réclament de ces deux traditions auront à découvrir les acquis de ces dialogues et de cette action difficile. Donc, commencer par Michelet et Terre Noire à la demande du général de Gaulle. Donc, il y a déjà un thorax, comme on dit en arabe. Je ne suis pas sûr que ce candidat soit imprégné il se dit chrétien, bon, doit-il le dire, je ne sais pas, mais soit imprégné de ce courant de pensée du Sillon ou de Michelet, je ne sais pas. Bah, parmi ces électeurs de l'ouest de la France que je connais un peu, il y en a qui sont très attachés à cette tradition. Ouais. Et donc, ce que vous continuez à publier, France Pays Arabe, je crois que c'est arrêté depuis oui, 2008. Oui. 2008. Bon, même maintenant, le paysage médiatique est très bouleversé, mais ce sont des idées qui ont encore droit de citer et qui ont besoin d'être actualisées et présentées. Il y a Maurice Butin, un avocat, qui était l'avocat de France-Palestine. De France-Palestine et de Ben Barka, qui continue, le comité de vigilance pour une paix juste au Proche-Orient, qui est un peu dans l'idée de l'ASFA, sauf que c'est diplomatique. C'est des rencontres au Sénat passionnantes, mais tandis que l'ASFA s'adressait vraiment à tout le monde. Oui, mais maintenant, on a une sorte de délocalisation de ces questions. Par exemple, quand il y a une guerre à Gaza, on avait tous les samedis des manifestations qui rassemblaient parfois des dizaines de milliers de manifestants, et pas seulement des jeunes musulmans. Et puis, les médias ne commençaient à en parler qu'au bout de la 4e ou 5e manifestation. Quand il y avait des incidents, oui. Oui, et on commençait par les présenter comme des casseurs, comme des antisémites alors qu'il est prouvé que dans certaines de ces manifestations, certains des casses, je pense par exemple ce qui s'est passé à Sarcelles, n'avaient rien à voir. Après la manifestation, ce sont des casseurs qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Mais bon, et puis la fameuse manifestation qui est passée à côté de la synagogue de la rue de la Roquette, dans le 20e. C'est un peu le même cas, je crois. Oui. On sait que ce n'était pas prévu dans le trajet et que ce sont des provocateurs qui ont amené une partie des manifestants vers la synagogue pour disqualifier ces manifestants dont beaucoup sont des juifs. Moi j'ai vu des pancartes tenues par des juifs qui, un mois auparavant, étaient des inconditionnels de Netanyahou, mais qui disent que le judaïsme, ce n'est pas l'agressivité permanente. Absolument. Donc c'est devenu un bien commun. Ces idées-là, qui étaient très minoritaires à l'époque, sont maintenant partagées un peu partout en France, et même en Europe, parce que la dernière guerre de Gaza, c'est des manifestations dans toutes les capitales européennes. Et d'après certains commentateurs, c'est la persistance de ces manifestations et le grossissement du nombre de manifestants qui a amené Netanyahou à arrêter les raids. Donc ce n'est pas du temps perdu. Non, même, sûr, mais... même si les médias, les grands médias restent un peu rigides et conservateurs. Et donc vous avez d'autres projets, évidemment, votre collaboration à la presse. Là, je ne suis plus journaliste, enfin j'écris de temps en temps, mais je m'occupe de formation d'étrangers dans les cadres de tous les étrangers qui doivent avoir leur carte de résident doivent passer des formations, ce qu'on appelle formation civique, et vivre et travailler en France. Donc on les apprend, on les forme un peu à l'intégration dans tous les domaines, la géographie, l'histoire de la France, les lois françaises. Et c'est passionnant de voir ces gens qui sont en quête de connaissance de la France et qui veulent s'intégrer. Et franchement, on en voit très très peu qui viennent pour... J'aimerais bien que certains assistent, ils se rendraient compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour des prestations ou pour des droits. Enfin, ils viennent par nécessité ou pour regroupement familial ou parce qu'ils aiment la France ou parce qu'ils ont du travail. Mais
Donc vous défendez le même idéal sous une autre forme. Exactement, voilà. Donc plaisir. Je lis ici que vous faites partie d'une équipe qui s'appelle Dieu maintenant. Dieu maintenant, donc c'est un mouvement vous êtes dans la lignée du catholicisme social tout à fait, je crois que vos ancêtres. Avec ce livre sur l'Aube, et j'en publie un troisième, qui est sur tout ça, les accords de Munich surtout, où ce courant de pensée a préparé la résistance en s'opposant à Munich. Et au sein du CNR, il y avait un tiers des gens qui venaient de ce courant de pensée. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel Cadiot. Et nous ferons appel à vous une prochaine fois lors de la sortie de vos prochains ouvrages. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci.